Tandis que les analystes militaires occidentaux s'interrogèrent sur la survie de l'Ukraine, les ingénieurs ukrainiens préparaient discrètement quelque chose qui inquiéterait même les stratèges de l'OTAN. Les armes que l'Ukraine déploie pour 2026 se répartissent en 5 catégories qui changent la donne. Des drones intercepteurs qui traquent d'autres drones, des robots terrestres armés qui combattent sans soldats humains, des missiles longue portée indigènes capables de frapper à plus de 1000 km à l'intérieur du territoire russe, des armes laser qui abattent les menaces pour le prix d'une tasse de café, et des essaims pilotés par l'IA capables de réfléchir par eux-mêmes. Alors, voyons exactement ce qui arrive, pourquoi c'est important, et pourquoi les généraux russes en perdent le sommeil. Numéro 1, les drones intercepteurs. En octobre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que les drones intercepteurs atteignaient un taux de réussite de 68% contre les Shaheds russes. Ce n'était pas seulement une statistique utile, c'était une déclaration selon laquelle l'Ukraine avait pratiquement résolu l'un des problèmes les plus coûteux de la guerre moderne. Le principe ici relève de l'économie plutôt que de l'armement. Un seul missile solaire coûte plus de 3 millions de dollars. Alors que le drone Shahed, son abattage coûte à la Russie environ 50 000 dollars. À titre de référence, on estime que la Russie est capable de produire plus de 1500 drones Shahed par mois. Convertissez cela en besoin de missiles valant plusieurs millions, et soudain des milliards disparaissent chaque mois. C'est le budget entier d'un petit pays gaspillé pour une seule petite partie des opérations d'attaque de l'ennemi. Le Skyfall P1 est le tout dernier produit de pointe de l'Ukraine dans ce domaine, avec sa structure modulaire imprimée en 3D. Skyfall produit des milliers de ces drones chaque mois dans ses installations de production. Le P1 est techniquement conçu principalement pour détruire les têtes chats et les Gerons. Cependant, s'il est équipé d'armements appropriés et de systèmes de guidage, il peut cibler des hélicoptères, ce qui lui confère des capacités polyvalentes qui justifient ses coûts de développement. Lors de sa première présentation au salon aéronautique de Dubaï en novembre, 25 séquences de Bloomberg ont montré des drones P1 détruisant des Gerons lors de tests en direct. Mais Skyfall n'est pas seul dans ce combat. TAF Industries s'est transformé, passant d'un fonds caritatif assemblant des pièces de drones en 23 au plus grand fabricant de drones à grande échelle d'Ukraine. Produisant jusqu'à 80 000 drones FPV par mois, avec une production totale évaluée à plus d'1 milliard de dollars par an. Grâce à cette capacité de production massive, Tafno fabrique des variantes d'intercepteurs dédiés en plus de ses plateformes d'attaque et de reconnaissance, offrant à l'Ukraine le volume dont elle a désespérément besoin. De même, le drone intercepteur Bullet du général Cherry a réussi la codification gouvernementale en 25, devenant officiellement approuvé pour l'utilisation par les forces armées. Cette étape bureaucratique est importante car elle ouvre les canaux d'approvisionnement depuis lors. L'Ukraine cherchait à déployer 1000 drones intercepteurs par jour d'ici la fin de 25, un nombre qui augmentera en 26. La doctrine des intercepteurs est d'une simplicité élégante. Ces drones utilisent le ciblage visuel et le guidage terminal pour littéralement percuter ou exploser près des menaces entrantes, contrairement aux fusils anti-drones qui nécessitent une ligne de mire et épuisent les batteries. Les intercepteurs peuvent chasser de manière autonome, en utilisant l'IA embarquée pour la détection initiale des cibles, puis transmettre le contrôle aux opérateurs humains pour l'engagement final. Les implications stratégiques sont stupéfiantes. À la fin de l'année 25, la Russie avait lancé environ 1300 drones par nuit. La défense aérienne traditionnelle ne peut pas soutenir un tel rythme, car le coût des munitions à lui seul ruinerait le budget de la défense de l'Ukraine en quelques mois. Des drones intercepteurs coûtant entre 3 000 et 5 000 dollars, chacun deviennent soudainement économiquement rationnels, surtout lorsqu'on abat des cibles qui valent moins que ce que l'on utilise pour les détruire. Numéro 2. Véhicules terrestres sans pilote d'attaque. La première élimination confirmée par un robot terrestre ukrainien s'est produite si discrètement que la plupart des analystes l'ont raté. Décembre 25. La 5e brigade d'assaut de Kiev d'Ukraine a déployé un droid TW-12,7, un véhicule terrestre sans pilote, équipé d'une mitrailleuse de 12,7 mm, près de Konstantinivka. Un transport de troupes blindées russes MTLB est entré dans la zone de tir préétablie du véhicule terrestre sans pilote, transportant une équipe d'assaut destinée à percer les positions ukrainiennes.
Le robot chenillé a ouvert le feu avec de courtes rafales contrôlées qui ont transpercé le blindage latéral du MTLB, touchant à la fois l'équipage et l'infanterie. Le véhicule endommagé a perdu le contrôle et s'est arrêté à quelques centimètres du petit robot avant d'être achevé par des tirs supplémentaires à l'arrière, dans le compartiment des troupes. Aucun soldat ukrainien n'a été exposé au feu direct, et l'assaut a été déjoué avant même qu'il ne commence. Pour la première fois, un robot terrestre armé avait tenu de manière autonome une position défensive et détruit un véhicule blindé ennemi au combat. Ce ne serait pas la dernière fois. Le droid TW.7, développé par DevDroid au sein de l'écosystème d'innovation Brave One de l'Ukraine, incarne l'approche du pays en matière de système terrestre sans pilote. Pratique, létale et immédiatement déployable, la plateforme est équipée de dispositifs d'imagerie thermique et de capacités de vision nocturne, permettant des opérations de 4 heures. Équipé d'électronique anti-brouillage et de systèmes de communication redondants, le droid peut fonctionner dans des environnements où la guerre électronique russe paralyserait les drones conventionnels. Dans un cas documenté, un droid TW.7 a tenu seul un carrefour stratégique pendant 45 jours consécutifs, effectuant des cycles de service quotidiens qui supprimaient constamment les tentatives de mouvement russe. Selon le commandant de l'unité NC, One Strike UGV, les forces russes ont tenté à plusieurs reprises de détruire le système, mais toutes ont échoué. Mais la révolution des robots terrestres en Ukraine va bien au-delà d'une seule plateforme. Le Lyud Fury représente l'extrémité la plus légère et la plus mobile du spectre. C'est une plateforme à 4 roues, armée de mitrailleuses PKT ou PKM de 7,62 mm, ou de modèles plus lourds de 12,7 mm, et de SVT. Ces systèmes excellent dans les opérations combinées, où les UGV travaillent aux côtés des drones aériens pour fournir une surveillance et un appui-feu croisé. En juillet 2025, la 3e brigade d'assaut a mené une opération en utilisant uniquement des drones et des robots terrestres. Cela a conduit à la reddition des forces russes, sans perte ukrainienne, une première historique dans la guerre moderne. Mais des plateformes plus lourdes, comme le Termite, ont montré la trajectoire du développement des UGV pour 2026 et au-delà. Ce système à chenilles peut transporter jusqu'à 300 kg de charge utile sur différents types de terrains. Grâce à son profil bas et à une meilleure répartition du poids, la conception modulaire du Termite lui permet d'être équipé de différents modules de combat, configurés pour les évacuations médicales, afin de récupérer des soldats blessés dans des positions trop dangereuses pour les médecins humains, ou chargés d'équipements spécialisés pour des missions d'ingénierie. Le Muraka adopte une approche différente. Il privilégie avant tout la résilience des communications. Son architecture de contrôle multicanal garantit que même si la guerre électronique russe en neutralise certains, le robot peut toujours accomplir sa mission. De plus, le drone a une capacité de transport de plus de 500 kg, ce qui en fait un véhicule d'approvisionnement de premier plan sur le champ de bataille. Au-delà des modèles, l'investissement du pays dans les véhicules terrestres sans pilote montre l'importance de ce domaine pour les tactiques actuelles. Le gouvernement ukrainien avait signé des contrats d'environ 150 millions de dollars pour des véhicules terrestres sans pilote dès le premier trimestre de l'année 25. Cela représente une hausse des dépenses de 60 par rapport à la même période de l'année 24. Les premières estimations suggéraient que l'Ukraine déploierait 1000 véhicules terrestres sans pilote de tout type en 25, tandis qu'une analyse plus récente indique que ce nombre pourrait doubler pour atteindre 30 000 en 26. Nous sommes donc passés d'une croissance de l'investissement multipliée par 60 à un doublement des exigences de production. Victoria Tori Honcharuk, directrice de la technologie de défense à l'Institut de l'île aux serpents, prévoit qu'à la fin de l'année prochaine, nous verrons probablement des affrontements entre véhicules terrestres sans pilote sur le champ de bataille. Numéro 3. Les systèmes de frappe à longue portée. Le Sapsan, également connu sous le nom de Reham 2 ou Grom 2, représente l'apogée du parcours remarquable de l'Ukraine, passant d'une dépendance totale aux armes occidentales à la production indigène de certains des systèmes les plus sophistiqués de la guerre. Avec une portée d'environ 190 miles confirmée lors de tests en combat et une vitesse de 5,2 Mach, le Sapsan vole plus vite que les armes d'attaque fournies par les États-Unis, qui atteignent un maximum de Mach 3,3. Sa tête de 1000 livres, plus de 2 fois plus puissante que les charges d'attaque, lui donne une vraie capacité de destruction de bunkers contre des cibles russes fortifiées. Les responsables ukrainiens affirment que la production a atteint 50 unités par mois, bien qu'il soit difficile de vérifier ces chiffres de manière indépendante.
Le Sapsan possède également une version nationale, qui aurait apparemment plus du double de la portée effective. À cette portée étendue, le Sapsan pourrait être utilisé pour frapper jusqu'à Moscou même. Sur le plan tactique, cela devrait offrir à l'Ukraine un angle d'attaque supplémentaire. Les missiles balistiques suivent une trajectoire en arc qui atteint les cibles à des vitesses extrêmes, laissant aux défenses aériennes un temps de réaction minimal. L'expert militaire, Andriy Kamerov, a suggéré que les défenses russes sont largement impuissantes face à des missiles balistiques correctement utilisés. Particulièrement lorsque les systèmes S-300 et S-400 de la Russie sont déjà surchargés, devant défendre contre l'arsenal croissant de missiles de croisière et de drones de l'Ukraine. Mais le Sapsan ne représente qu'une seule flèche dans le carquois de plus en plus rempli de l'Ukraine. La famille de missiles de croisière Neptune a évolué, passant d'une arme anti-navire à un ensemble de systèmes d'attaque au sol qui offrent à l'Ukraine une véritable portée stratégique. Le R-360 Neptune d'origine, conçu par le bureau d'études Luch de Kiev, a coulé le croiseur russe de classe Slava, Moskva, en avril, un événement devenu célèbre. 22, en utilisant 2 missiles, marquant la plus grande perte d'un navire de guerre en combat depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce succès a donné aux responsables de la défense ukrainien la confiance que le Neptune pourrait être adapté pour des attaques terrestres d'ici 23. Une variante modifiée, dotée d'une navigation inertielle assistée par GPS et de capteurs infrarouges à imagerie, a remplacé le chercheur radar anti-navire, créant ainsi le premier missile de croisière d'attaque terrestre indigène de l'Ukraine. Avec une portée d'environ 360 km, soit environ 225 miles, le Long Neptune pousse ce concept encore plus loin, mesurant environ 1,50 m de plus que le R-360 standard. Le Long Neptune possède un fuselage agrandi pour accueillir du carburant supplémentaire. De plus, il est équipé d'une ogive plus lourde de 250 kg, contre 150 kg pour la version originale. Les responsables ukrainiens ont affirmé que le Long Neptune peut frapper des cibles jusqu'à 120 miles de distance, soit environ 3,5 fois la portée de la variante standard, et plus loin que le missile de croisière Taurus allemand. Il y a ensuite la Paléonitsia, qui représente quelque chose de totalement nouveau. Un hybride entre un missile de croisière et un drone d'attaque longue portée, coûtant moins d'1 million de dollars par unité. Nommé d'après une race ukrainienne traditionnelle, servant aussi de chibolette linguistique pour identifier les agents étrangers, car les Russes peinent à le prononcer. La Palénitsia est passée de la conception initiale au déploiement en combat en seulement 18 mois. Le système est lancé à l'aide d'un propulseur à poudre qui est largué avant que le moteur principal à turboréacteur ne prenne le relais. Avec une vitesse de croisière de 160 miles par heure et une portée de 400 miles, pouvant potentiellement atteindre 800 miles, la Palénitsia transporte une charge utile de 100 kg, guidée par des systèmes GPS et de navigation inertielle. Le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umarov, a annoncé en décembre 2024 que la Palénitsia était entrée en production en série, avec la Lituanie qui s'engage à verser 10 millions d'euros, soit environ 10 millions de dollars, pour soutenir la production. Le calcul stratégique derrière ce programme de missiles indigènes est clair. Les armes occidentales, comme Storm, Shadow, Scalp, EJ et ATACMS, sont assorties de restrictions, tant au niveau des limitations politiques concernant les cibles qu'au niveau des contraintes d'approvisionnement liées à la capacité de production occidentale et à la volonté politique. Mais avec des armes nationales, l'Ukraine peut frapper n'importe quelle cible en Russie qu'elle juge militairement nécessaire, sans demander la permission à Washington, Londres ou Paris. L'avantage en termes de coûts s'avère tout aussi crucial, même si l'Ukraine garde les coûts de production précis confidentiels. Le ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, a déclaré que la Palénitsia coûte moins d'1 million de dollars, ce qui est nettement moins cher que les missiles de croisière occidentaux, comme le Storm Shadow. C'est un point important. 5 millions de dollars ou plus par unité. Les estimations du colonel de réserve ukrainien suggèrent même des coûts plus bas, de 50 000 à 100 000 dollars. Pour certains systèmes, bien que cela semble optimiste, compte tenu de la complexité impliquée. Même selon les estimations les plus élevées, la production nationale de l'Ukraine s'avère bien plus économique que l'achat d'équivalents occidentaux. Mais la prochaine révolution dans l'arsenal de l'Ukraine ne se contente pas d'identifier les cibles plus rapidement ou de voler plus loin. Elle change fondamentalement qui ou quoi prend les décisions de vie ou de mort sur le champ de bataille. Numéro 4. L'IA et l'autonomie. Brave One, la plateforme technologique de défense soutenue par l'État ukrainien, a placé l'intelligence artificielle au cœur absolu de sa stratégie 26. Avec plus de 200 entreprises opérant dans son écosystème, Brave One est directement responsable de la création d'une toute nouvelle catégorie de guerre,
où les machines traitent l'information à des vitesses qui rendent la prise de décision humaine obsolète. L'Ukraine affronte un ennemi supérieur en effectifs et en ressources, donc conserver un avantage technologique est une question de survie, a expliqué un représentant de Brave One. Mais c'est aussi une course. La Russie développe activement ses propres systèmes pilotés par l'IA. L'IA est notre alliée la plus puissante pour garder une longueur d'avance. Les applications de l'intégration de l'IA s'entrelacent dans tous les domaines de la guerre. Les outils autonomes d'identification de cibles permettent désormais aux drones de reconnaître et de classer les véhicules militaires, de distinguer les cibles civiles des cibles militaires, et de hiérarchiser les menaces sans intervention humaine. Les systèmes de navigation optique permettent aux drones de se diriger à l'aide de repères visuels lorsque le GPS est brouillé, ce qui leur permet de suivre les routes, les rivières et le relief. Les caractéristiques, comme le ferait un pilote humain, mais en traitant ces informations 1000 fois plus rapidement. Les modules de guidage de précision donnent aux missiles la capacité d'ajuster leur trajectoire en cours de vol, compensant le vent, les mouvements de la cible ou les manœuvres d'évitement de dernière seconde. L'essaim de drone est un autre exemple où l'IA prend tout son sens. Au lieu que chaque drone soit contrôlé individuellement par un humain, des essaims de dizaines ou de centaines de drones se coordonnent en temps réel. Ils communiquent entre eux pour comprendre leur positionnement spatial et fonctionner comme une intelligence collective. Un seul opérateur humain pourrait contrôler 50 drones simultanément et lancer des attaques complexes qui submergent les défenses aériennes russes. Grâce au nombre et à la coordination pour accélérer l'adoption de l'IA dans l'ensemble de l'armée ukrainienne, Brave One et le ministère de la Défense ont lancé un concours dédié avec des budgets allant jusqu'à 500 000 $ par solution. Les priorités sont les drones autonomes à mission complète et les modules thermiques et de guidage pour intercepteurs capables d'identifier et suivre les cibles seuls. Des systèmes d'IA spécialement conçus pour contrer les bombes planantes russes, potentiellement l'arme la plus destructrice de la guerre. Et des environnements de simulation pour entraîner les systèmes de combat dotés d'IA sans risquer le matériel réel. La dimension susmentionnée de la course à l'armement en matière d'IA ajoute de l'urgence aux efforts de développement de l'Ukraine. La Russie investit massivement dans ses propres programmes d'IA, avec, selon les informations, l'assistance technique de la Chine qui accélère ses capacités. Le pays qui atteindra une véritable supériorité en matière d'IA. Les machines capables de traiter les informations du champ de bataille plus rapidement, de cibler avec plus de précision et de s'adapter aux conditions changeantes plus vite que des adversaires humains disposeront d'un avantage presque insurmontable. Le potentiel de l'IA dans la défense est énorme. Brave One a déclaré, non seulement pour accroître l'efficacité de nos opérations militaires, mais aussi pour changer complètement l'équilibre des forces sur le champ de bataille. En 26, l'armée qui maîtrisera l'autonomie, les données en temps réel et la prise de décision à la vitesse des machines définira à quoi ressemblera la guerre moderne. Par exemple, l'Ukraine entend être cette armée. Les implications éthiques restent en grande partie ignorées dans la précipitation de l'Ukraine à déployer ces systèmes. Les questions concernant les armes autonomes prenant des décisions létales sans supervision humaine, le risque d'erreur de l'IA pouvant tuer des civils et les implications à long terme d'une guerre menée par des machines sont largement mises de côté, alors que l'Ukraine se concentre sur sa survie immédiate. Mais la technologie développée dans les ateliers ukrainiens et testée sur les champs de bataille ukrainiens définira la guerre du XXIe siècle, bien au-delà de ce conflit. Que le monde soit prêt ou non, il n'en assume pas encore les conséquences. La dernière pièce de l'arsenal de l'Ukraine 26 ne repose ni sur des explosifs, ni sur de la poudre, ni même sur des projectiles physiques. Elle combat avec la lumière elle-même. Numéro 5. Armes à énergie dirigée. Les armes à énergie dirigée étaient sur le point d'arriver depuis des décennies, promettant sans cesse des capacités révolutionnaires, tout en restant désespérément expérimentales. L'Ukraine affirme avoir fait passer la technologie de la preuve de concept à l'utilisation sur le champ de bataille en quelques mois. Le système, nommé Trizub, d'après le symbole national du trident de l'Ukraine, représente la réponse de l'Ukraine à un problème économiquement insoutenable. Les attaques nocturnes de drones de la Russie forçaient l'Ukraine à utiliser des missiles valant des millions de dollars pour abattre des drones qui coûtaient à la Russie 50 000 $ ou moins. Cette dépense ruinait lentement la défense aérienne de l'Ukraine, même avec le soutien occidental. Les armes laser promettaient d'inverser cette équation. Abattre des drones pour le simple coût de l'électricité nécessaire au fonctionnement du système.
D'après la portée d'engagement confirmée de 0,3 miles du Zoub, les experts en défense estiment que le système fonctionne à environ 50 kW de puissance, ce qui est comparable au système laser britannique Dragonfire, dont le coût d'utilisation est inférieur à 13 $ par tir. Selon les estimations du ministère britannique de la Défense, atteindre une telle portée nécessite un contrôle stable du faisceau, une production d'énergie puissante et des systèmes de ciblage sophistiqués, capables de suivre et de maintenir la visée sur des objets aériens en mouvement. Le système doit concentrer un faisceau d'énergie sur un point précis de la cible suffisamment longtemps pour causer des dommages structurels, soit en brûlant les surfaces de contrôle, en détruisant les systèmes optiques ou en enflammant le carburant. Les détails techniques suggèrent que The Hope peut engager des cibles à une distance d'environ 5 km pour une destruction cinétique, avec des capacités d'aveuglement optique atteignant 10 km, soit environ 6 miles. Cette double capacité est essentielle ici. Même si le laser ne peut pas détruire physiquement un drone à sa portée maximale, il peut aveugler ses caméras et capteurs, le rendant inutile pour la reconnaissance ou les frappes de précision contre les drones FPV à fibre optique, qui résistent à la guerre électronique. Cette capacité d'attaque optique constitue l'une des rares contre-mesures efficaces. Maintenant, la comparaison des coûts est stupéfiante, selon les développeurs travaillant sur le projet parallèle Brave One Laser. Abattre un drone Shahid avec un laser ne coûte que quelques dollars d'électricité. Le système Brave One a démontré son potentiel lors des tests, en brûlant un trou de 2 cm dans le matériau d'un drone russe Shahid, abattu en seulement 10 secondes, à plus de 100 mètres de distance. Il existe une raison pour laquelle ce système n'est pas encore largement utilisé. Les armes laser font face à des problèmes physiques fondamentaux qu'aucune ingénierie ne peut totalement résoudre. L'absorption et la réflexion atmosphérique causées par les nuages, la pluie, le brouillard ou même l'humidité dégradent toutes de manière significative l'efficacité des lasers. L'arme peut également souffrir d'un phénomène appelé floraison thermique, qui se produit lorsque le faisceau laser chauffe l'air environnant, provoquant son expansion et la dispersion du faisceau, ce qui réduit sa puissance. À distance, les cibles se déplaçant rapidement sont plus difficiles à engager, car le laser doit rester focalisé sur un point précis pendant plusieurs secondes pour infliger des dégâts. Une cible se déplaçant à grande vitesse nécessite un suivi extrêmement précis. La dépendance aux conditions météorologiques est particulièrement dévastatrice pour les cas d'utilisation potentielle de l'arme. Par temps clair, le Trisub pourrait théoriquement engager des dizaines de cibles. Pendant les intempéries ou sous une forte couverture nuageuse, son efficacité chute drastiquement. L'Ukraine nécessitera toujours des systèmes de défense aérienne classiques, les armes laser venant en complément et non en remplacement des capacités traditionnelles. Il y a aussi la question de l'alimentation électrique, malgré le coût avantageux par tir. Un système laser d'1 kW nécessite une production électrique importante, soit à partir de générateurs dédiés, soit de batteries capables de fournir une puissance concentrée à la demande. Le laser lui-même génère également une chaleur considérable qui doit être dissipée activement pour éviter d'endommager les optiques et les composants de l'arme. Le Trizub est encore en test sur le terrain avec un déploiement limité pour évaluer ses performances réelles. L'Ukraine n'a pas publié d'informations sur le nombre de systèmes existants, leur lieu de déploiement ou leur véritable bilan au combat, en dehors d'affirmations générales concernant des engagements réussis. Ce secret est justifié, car révélé. Révéler l'emplacement des lasers permettrait à la Russie d'éviter ces zones, ou de cibler ces systèmes, avec des frappes à longue portée. Mais cela rend toute vérification indépendante impossible, obligeant les observateurs occidentaux à évaluer les affirmations de l'Ukraine, en se basant sur la plausibilité technique, et sur l'historique du pays en matière de réalisation de programmes d'armement ambitieux. Si les 3 lasers, Zoub et Brave One, s'avèrent efficaces sur le plan opérationnel d'ici 2026, attendez-vous à ce qu'ils soient déployés presque immédiatement. L'Ukraine a démontré sa capacité à passer de prototypes réussis à la production de masse avec une rapidité remarquable. Et les armes laser devraient, en théorie, être plus faciles à fabriquer que les missiles ou les drones. Les composants sont en grande partie des diodes laser commerciales à haute puissance, des systèmes optiques avancés, des systèmes de suivi adaptés à partir de plateformes existantes et des électroniques de gestion de l'alimentation. La base industrielle de défense ukrainienne en expansion pourrait produire des dizaines de systèmes laser par mois après l'installation des lignes de production. Et la véritable révolution pourrait ne pas être les lasers eux-mêmes, mais ce qu'ils permettent, si l'Ukraine parvient à neutraliser efficacement la menace des drones russes. À un coût négligeable par engagement, cela libère des missiles solaires coûteux, pour des cibles plus précieuses, comme les avions russes, les missiles de croisière et les missiles balistiques que les lasers ne peuvent pas encore neutraliser.
Cette réaffectation des ressources défensives pourrait s'avérer aussi stratégiquement significative que n'importe quel système d'armes offensif, permettant à l'Ukraine de maintenir sa couverture de défense aérienne, tout en économisant des munitions de plus en plus difficiles pour se procurer. Alors, où cela nous mène-t-il ? En 2026, 4 ans, avant que l'Ukraine ne combatte l'invasion russe avec des armes de l'ère soviétique et des improvisations désespérées. En 2026, elle déploie des armes qui, il y a encore quelques années, étaient considérées comme de la science-fiction. Les généraux russes observent ces systèmes déployés contre leurs forces en temps réel, et ils en comprennent les implications. Il est clair que l'Ukraine n'est plus simplement en mode survie. Oui, elle se bat pour son existence, mais elle innove aussi plus rapidement que la Russie ne peut s'adapter. Chaque mois apporte de nouvelles armes ukrainiennes auxquelles la doctrine militaire russe de l'ère soviétique n'a aucune réponse. L'opération militaire spéciale de 3 jours qui était censée décapiter le gouvernement ukrainien a plutôt créé un creuset qui forge l'armée de champ de bataille la plus technologiquement avancée au monde. Et voici ce qui devrait terrifier le plus les planificateurs russes. Ces 26 armes sont techniquement déjà dépassées au moment où nous en apprenons davantage à leur sujet. L'Ukraine, ayant tout intérêt à garder secrets ses systèmes les plus ambitieux, il est probable que de nouveaux développements apparaissent. Tout au long de 26 et au-delà, les armes que l'Ukraine déploie en 26 définiront la manière dont les guerres seront menées pour la prochaine génération. L'OTAN prend des notes, la Chine prend des notes, et la Russie essaie désespérément de comprendre comment contrer des systèmes qui n'existaient pas il y a 3 ans, développés par un pays qu'ils pensaient avoir conquis. À présent, bienvenue dans le futur de la guerre. L'Ukraine en a écrit le manuel. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont cette guerre a affecté la Russie, regardez cette vidéo. Et restez à l'écoute de The Military Show pour plus d'analyses et les dernières actualités de la défense.